Et si le véritable prix d'une simple tasse de café n'était pas de 4 euros, mais de 4 milliards? Pour Audrey Delaroche, une serveuse en difficulté avec une âme d'artiste, un simple acte de gentillesse envers un vieil homme fatigué dans un manteau usé n'était qu'un mardi ordinaire. Elle n'avait aucune idée qu'elle versait ses derniers euros dans la tasse d'Henri Dufort, un titan de l'industrie vivant en reclus. Il ne cherchait pas seulement de la caféine. Il menait une recherche secrète et désespérée pour trouver un héritier à son empire tout entier. Il avait besoin de quelqu'un d'intègre, pas d'ambitieux. Et dans un monde de vipères, il a trouvé une rose. C'est l'histoire de comment le fait de payer le café d'un inconnu a déclenché une guerre pour un héritage, prouvant que les plus grandes fortunes ne sont pas héritées par le sang, mais gagnées par le caractère. L'odeur de sucre brûlé et de café fraîchement torréfié s'accrochait au tablier d'Audrey Delaroche comme une seconde peau. C'était l'odeur de la survie. Le Grain Doré, un café chaleureux niché dans une rue moins que dorée de Paris, était son sanctuaire et sa prison. Sa lumière ambrée et le sifflement constant de la machine à expresso constituaient la bande-son de ses rêves perpétuellement reportés. Sur la petite toile de sa vie, ce café était un fond sépia implacable. Dehors, une bruine d'octobre incessante lustrait les rues, transformant la ville en une aquarelle de gris sourd et de néon flou. À l'intérieur, Audrey se déplaçait avec une économie de mouvement née d'années de pratique. Elle remplissait les sucriers, essuyait le comptoir en marbre et offrait des sourires fatigués à la foule du déjeuner. Tout cela pendant qu'une tempête de calculs faisait rage dans son esprit. Le loyer était du vendredi. L'ordonnance de Léo devait être renouvelée. La bonne toile, le bleu céruléen dont elle avait désespérément besoin pour sa dernière œuvre, devrait encore attendre. Sa vie était une marche sur la corde raide au-dessus d'un gouffre de dettes. Et son jeune frère Léo était le poids précieux qu'elle portait sur ses épaules. Sa mucoviscidose était un voleur cruel, lui dérobant son souffle et ses économies avec une égale impunité. Chaque euro qu'elle gagnait, chaque pourboire qu'elle empochait était d'abord trié pour ses besoins. Son art, sa vraie passion, ne se nourrissait que des miettes. Son regard dériva vers le coin de son poste où elle avait posé une petite peinture de la taille d'une carte postale qu'elle avait faite du pont des Arts à l'aube. C'était une étude d'espoir, avec des teintes de rose doux et d'orange brillant perçant à travers le gris industriel. C'était un rappel de la raison pour laquelle elle se battait. Sa collègue Sam, une pragmatique à l'esprit vif avec un cœur d'or, lui donna un petit coup d'hanche. « Tu rêves encore de ton grand vernissage, Delaroche ?» la taquina Sam, équilibrant expertement 3 cafés au lait sur un bras. Audrey força un sourire. « J'essaie juste de manifester une réalité où un tube de peinture ne coûte pas plus cher qu'un repas. » C'est alors qu'il est entré. Il n'attirait pas l'attention. En fait, il semblait la repousser. C'était un vieil homme, voûté et frêle, drapé dans un pardessus en tweed qui avait connu de meilleures décennies. Ses chaussures étaient éraflées, son visage une carte routière de rides, et ses yeux, d'un bleu pâle et délavé, contenaient une profonde lassitude. Il ressemblait moins à un client qu'à quelqu'un cherchant refuge contre le froid. Il se traîna jusqu'au comptoir, ses mouvements lents et délibérés, et parcourut le tableau des menus comme si les prix étaient écrits dans une langue étrangère. « Juste un café noir, s'il vous plaît » rapatait-il, sa voix fine et sèche. Audrey hocha la tête, son sourire professionnel s'adoucissant en quelque chose de plus authentique. Il y avait en lui une vulnérabilité qui résonnait en elle. Il lui rappelait les figures oubliées, qu'elle aimait esquisser dans les parcs. Des gens dont les histoires étaient gravées sur leur visage, ignorés par la ville pressée. Elle prépara le café, le riche arôme remplissant l'air. Alors qu'elle posait la tasse fumante sur le comptoir, il fouilla dans son manteau, le front plissé par la concentration. Ses mains tapotèrent ses poches, puis son pantalon, une lente panique naissante scintillant dans ses yeux. « Il semble que j'ai oublié mon portefeuille » murmura-t-il, la voix empreinte d'embarras. Il baissa les yeux sur la tasse, puis sur elle, ses épaules s'affaissant de défaite. « Je suis vraiment désolé de vous avoir fait perdre votre temps. » Une scène familière. Audrey l'avait déjà vue. Habituellement, elle était suivie d'un renvoi sec de la part d'un manager. Mais en regardant le visage abattu du vieil homme, elle ne vit pas un profiteur. Elle vit un moment de simple fragilité humaine. Elle pensa à Léo, aux fois où ils avaient dû compter la monnaie pour une miche de pain. Sans une seconde de réflexion, elle attrapa le petit bocal où elle gardait ses propres pourboires, la maigre collection de pièces et de billets froissés qui étaient censés servir à ses fournitures d'art. Elle en sortit un billet de 5 euros. « Ne vous en faites pas pour ça, » dit-elle doucement en encaissant la vente. « C'est pour moi aujourd'hui. Tout le monde a des jours comme ça. » L'homme leva les yeux, ses yeux pâles s'écarquillant légèrement. Il semblait véritablement stupéfait, non seulement par l'offre, mais par la gentillesse désinvolte avec laquelle elle était faite. Il la fixa, son regard intense, comme s'il essayait de graver son visage dans sa mémoire.
Vous n'avez pas à faire ça, jeune femme, dit-il, sa voix un peu plus forte maintenant. Je sais, répondit Audrey en poussant la tasse vers lui. Mais une bonne tasse de café un jour de pluie peut presque tout arranger. Profitez-en. Elle lui rendit la monnaie sur son billet. Et tenez, au cas où vous en auriez besoin pour le bus. Il prit la monnaie, ses doigts froids et parcheminés effleurant les siens. Une étrange petite secousse, comme de l'électricité statique, passa entre eux. Il ne dit pas merci. Il continua simplement à la regarder, une émotion complexe tourbillonnant dans ses yeux fatigués. Surprise, gratitude et autre chose. Qu'elle causa qui ressemblait à une évaluation. « Quel est votre nom » demanda-t-il. « Audrey. Audrey de la Roche. »« Audrey » répéta-t-il, testant le nom sur sa langue. Il prit finalement la tasse, sa prise encore un peu chancelante. « Merci. » Il se traîna jusqu'à une petite table dans le coin, celle avec le pied bancal que tout le monde évitait. Il resta assis là pendant près d'une heure, sirotant sa seule tasse de café noir, le regard fixé sur la fenêtre striée de pluie. Mais toutes les quelques minutes, Audrey sentait ses yeux sur elle. Ce n'était pas un regard effrayant, mais un regard observateur, contemplatif. Il la regarda gérer un client agressif exigeant un remboursement pour un muffin à moitié mangé. Il la vit glisser un croissant restant dans un sac pour une femme sans abri qui passait tous les après-midi et remarqua comment elle expliquait patiemment la différence entre un macchiato et un cortado à un touriste confus. Il observait son caractère. Elle pensait juste qu'il était un vieil homme seul. Quand il partit enfin, il posa la tasse vide proprement sur la table et lui fit un dernier signe de tête, presque imperceptible. En débarrassant la table, Audrey remarqua quelque chose qu'il avait laissé derrière lui. Ce n'était pas un pourboire. C'était la monnaie qu'elle lui avait rendue, empilée en une petite tour soignée à côté de la salière. Il n'en avait pas dépensé un centime. C'était un message, bien qu'elle ne puisse pas encore en déchiffrer le sens. Elle soupira en empochant les pièces. 1,25 €. C'était le prix de sa gentillesse, du moins le pensait-elle. Le vieil homme devint une figure habituelle au grain doré. Il commença à venir tous les jours, toujours en fin d'après-midi, lorsque le coup de feu du déjeuner s'était calmé. Il portait toujours le même manteau en tweed usé et commandait toujours la même chose, un café noir. Il se présenta simplement comme Henri. Et il payait toujours avec l'appoint, ne mentionnant jamais le jour où il avait oublié son portefeuille. Et Audrey n'en parla jamais. C'était devenu leur secret silencieux et partagé. Leur conversation commença modestement. Il lui demandait comment s'était passée sa journée. Elle lui demandait s'il voulait une autre tasse. Mais bientôt, le rituel quotidien s'approfondit en quelque chose de plus. Henri était un auditeur remarquable. Il s'asseyait à sa table bancale dans le coin, et Audrey se retrouvait à s'appuyer contre le comptoir pendant les accalmies, lui racontant des choses qu'elle ne partageait que rarement avec quelqu'un d'autre que samedi. Elle lui parla de Léo, du bourdonnement rythmique de son nébuliseur, qui était la musique de fond de leur petit appartement. Elle décrivit la peur constante qui vivait au fond de son esprit, une ombre qui assombrissait même ses jours les plus lumineux. Henri écoutait sans pitié, ses yeux pâles remplis d'une compréhension tranquille qui était plus réconfortante que n'importe quelle platitude. « C'est un battant », dit Audrey un après-midi, la voix chargée d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Il veut être concepteur de jeux vidéo. Il passe des heures sur son ordinateur portable à créer des mondes entiers. Il dit que c'est le seul endroit où il peut courir sans se fatiguer. Henri hocha lentement la tête. Un créateur, comme vous. C'était la première fois qu'il reconnaissait son article un jour. Elle avait apporté une nouvelle petite œuvre pour la montrer à Sam, une peinture à l'huile miniature d'une seule mauvaise herbe tenace poussant à travers une fissure dans le trottoir, sa minuscule fleur jaune tendue vers le soleil. Henri s'était approché du comptoir juste au moment où elle la rangeait. « Puis-je » avait-il demandé, sa voix douce. Hésitante, Audrey la lui montra. Il tint la petite toile avec une révérence qui la surprit. Il ne se contenta pas de la regarder. Il l'étudia. Il remarqua le subtil changement de couleur sur les pétales, la texture de l'asphalte, la façon dont elle avait capturé la résilience de cette minuscule plante. « Vous voyez la beauté dans la lutte, » dit-il, sa voix à peine un murmure. La plupart des gens ne voient que la mauvaise herbe. Vous voyez le combat, la vie. Des larmes piquèrent les yeux d'Audrey. Il avait compris. En quelques mots simples, ce vieil homme calme et sans prétention avait vu l'âme même de son travail. Il voyait ce que les galeristes qui lui envoyaient de polies lettres de refus ne voyaient jamais. À partir de ce jour, il demanda toujours « Que créez-vous aujourd'hui, Audrey ?» Elle commença à apporter son carnet de croquis, lui montrant les portraits au fusain de passagers du métro et les dessins gestuels rapides de la vie urbaine. Il offrait des commentaires discrets et perspicaces,
soulignant une utilisation intéressante de l'ombre ou une ligne particulièrement expressive. Il ne prétendait jamais être un expert, mais ses observations étaient toujours pertinentes. Celui-ci, dit-il, montrant un croquis d'une femme à l'air fatiguée dans le RER, la tête appuyée contre la vitre. Vous avez capturé son épuisement, mais vous lui avez aussi donné de la dignité. Ses mains, elles sont fortes. Elle n'est pas brisée. Leur amitié devint une encre tranquille dans la vie turbulente d'Audrey. La présence d'Henri était apaisante, une poche de calme dans le chaos quotidien. Sam observait cet étrange lien se développer avec amusement et une pointe de suspicion. « C'est quoi le topo avec ton mystérieux vieil homme ?» demanda-t-elle un jour en nettoyant la machine à expresso. « Tu penses que c'est une sorte d'agent secret? Ou peut-être un professeur à la retraite ?» Audrey rit. « Je pense que c'est juste un vieil homme seul, » Sam dit. « Il est gentil et il comprend mon article. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend. » Mais il y avait de petits moments étranges, des incohérences qu'Audrey classait sans trop y penser. Une fois, Henri se plaignait du courant d'air de la porte, et il mentionna distraitement que sa maison à Neuilly-sur-Seine avait le même problème dans l'aillet. Neuilly. Audrey imaginait une petite maison modeste, pas un domaine avec des ailes. Une autre fois, il parlait d'une décision difficile qu'il devait prendre et il marmonna quelque chose à propos du conseil d'administration n'approuvera jamais. Quel conseil d'administration? Celui de sa bibliothèque de quartier? L'incident le plus particulier se produisit un mardi. Un homme en costume impeccable, avec une montre chère et une expression perpétuellement stressée, fit irruption dans le café. Il balaya la pièce du regard, ses yeux se posant sur Henri. Le visage de l'homme devint blême. Il commença à s'approcher, la bouche ouverte comme pour parler. Mais Henri lui lança un regard, un subtil hochement de tête presque imperceptible, accompagné d'un regard si froid et autoritaire qu'il semblait appartenir à une autre personne. L'homme en costume se figea, puis hocha la tête brusquement et sortit du café aussi vite qu'il y était entré. Quand Audrey apporta son café à Henri, il semblait complètement imperturbable. « Un de vos amis ?» demanda-t-elle légèrement. Henri prit une lente gorgée. Un ancien employé, enclin au mélodrame. Il changea immédiatement de sujet, lui posant des questions sur une nouvelle technique de dessin qu'elle essayait. Audrey laissa tomber. Ce n'était probablement rien. Henri avait eu une vie avant d'être le vieil homme tranquille dans le coin de son café. Ce n'était pas ses affaires. Un après-midi pluvieux, Audrey arriva au travail l'air complètement abattu. Elle était silencieuse, ses mouvements lourds, son sourire disparu. Léo avait passé une mauvaise nuit, une quinte de tout terrifiante qui les avait conduits aux urgences jusqu'à 4 heures du matin. Les médecins recommandaient un nouveau traitement expérimental, un médicament qui montrait des promesses incroyables. Le hic, comme toujours, était le prix. L'assurance maladie le considérait comme facultatif et la mutuelle refusait de le couvrir. Le coût était astronomique, un chiffre si loin de sa réalité qu'il aurait aussi bien pu être la distance jusqu'à la Lune. Elle n'eut pas besoin de dire un mot. Henri le vit sur son visage dès qu'il entra. « Audrey » demanda-t-il, sa voix douce de préoccupation. Le barrage céda. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée coulèrent sur son visage. Elle marmonna des excuses et s'enfuit dans la réserve, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux et déchirants. C'en était trop. Les factures, l'épuisement, la terreur de perdre son frère, la mort lente et douloureuse de ses propres rêves sous le poids de tout cela. Quelques instants plus tard, Henri était là. Il ne la toucha pas, ni n'offrit de platitude vide. Il se tenait simplement dans l'embrasure de la porte, une présence silencieuse et stable. « Dites-moi, » dit-il simplement. Et elle le fit. Elle lui raconta tout sur le nouveau médicament, le coup impossible, le sentiment écrasant d'impuissance. Elle confessa sa plus grande peur, que son amour et son travail acharné ne suffisent pas à sauver son frère. Henri écouta, son expression indéchiffrable. Quand elle eut fini, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque, il resta silencieux pendant un long moment. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur et la respiration saccadée d'Audrey. « Le combat que vous voyez dans la mauvaise herbe, Audrey, » dit-il enfin, sa voix imprégnée d'une étrange gravité. « La force que vous voyez dans les mains de la femme dans le train, vous l'avez aussi. Plus que quiconque que j'ai jamais connu. » Il plongea alors la main dans sa poche et en sortit une simple carte de visite impeccable. Il la pressa dans sa main. « Demain à 9 heures, allez à cette adresse. Demandez Jonathan Lambert. Dites-lui qu'Henri vous envoie. Racontez-lui tout ce que vous venez de me dire. » Audrey baissa les yeux sur la carte. C'était un papier cartonné épais et cher. En lettres argentées élégantes étaient gravés les mots « Industrie du Fort. Tour du Fort, avenue Montaigne. » En dessous se trouvait le nom Jonathan Lambert,
directeur juridique. Audrey la fixa, confuse. Industrie du fort, la société de technologie? Je ne comprends pas, Henri. Qui est-ce? Les yeux d'Henri rencontrèrent les siens, et pour la première fois, le voile du vieil homme la sembla glisser, révélant un aperçu de l'immense pouvoir et de l'autorité qui se cachait en dessous. C'est mon avocat, dit-il. Allez-y, Audrey. Voyons si nous ne pouvons pas trouver un moyen de faire éclore votre fleur. Il se tourna et sortit de la réserve, laissant Audrey debout, tenant une clé vers un monde qu'elle ne pouvait imaginer. Sa vie était sur le point d'être irrévocablement, terrifiante et magnifiquement changée. Le lendemain matin, Audrey se tenait devant la tour du fort, un monument de verre fumé et d'acier poli qui perçait l'horizon parisien comme un éclat d'obsidienne. C'était un bâtiment qui n'occupait pas seulement l'espace, il déclarait sa domination. Vêtue de sa seule tenue présentable, une simple robe noire et un gilet, elle se sentait aussi petite et déplacée que la mauvaise herbe de sa peinture. La carte de visite semblait lourde et irréelle dans sa main. Le hall d'entrée était une cathédrale du pouvoir entrepreneurial. Les sols en marbre brillaient sous un éclairage encastré, et des personnes silencieuses et sérieuses en costume cher se déplaçaient avec un sentiment d'urgence. Une sculpture abstraite massive, tout en métal torsadé et angle vif, dominait le centre de la pièce. Elle valait probablement plus que son immeuble d'habitation. Au bureau de la réception, une femme à la coiffure impeccable et à l'expression professionnellement ennuyée leva les yeux. « Je peux vous aider ?» J'ai rendez-vous avec Jonathan Lambert, balbutia Audrey, sa voix à peine un murmure. Je m'appelle Audrey Delaroche. Henri m'envoie. L'expression de la réceptionniste changea instantanément. L'ennui disparut, remplacé par une lueur de surprise et de déférence. Elle tapa quelque chose sur son ordinateur. Bien sûr, mademoiselle Delaroche. Monsieur Lambert vous attend. Veuillez prendre l'ascenseur privé pour le Penthouse. Le Penthouse? Le cœur d'Audrey battait la chamade. C'était une erreur. Henri devait être un concierge ici, ou peut-être un employé du courrier qui avait trouvé une carte de visite perdue. L'ascenseur privé était une boîte silencieuse lambrissée de bois qui montait à une vitesse vertigineuse. Quand les portes s'ouvrirent, elle n'était pas dans un bureau, mais dans un appartement d'une taille à couper le souffle. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur le bois de Boulogne, une mer de couleurs automnales étalée comme un tapis royal. Le mobilier était minimaliste et moderne. L'art sur les murs était original. Elle reconnut un Soulage et un de Staël, et le silence était absolu. Un homme grand, impeccablement vêtu, d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs et intelligents, l'attendait. Il avait le calme imperturbable de quelqu'un qui traitait des problèmes à plusieurs milliards d'euros avant le petit déjeuner. « Mademoiselle Delaroche, je suis Jonathan Lambert », dit-il, sa voix douce et précise. Il ne lui proposa pas de lui serrer la main. « Veuillez entrer. Il vous attend. » Il la conduisit à travers le salon caverneux jusqu'à un bureau plus petit et plus intime. Des livres tapissaient les murs du sol au plafond. Un feu crépitait dans une cheminée moderne. Et assis dans un grand fauteuil en cuir, sa silhouette se découpant sur la fenêtre, se trouvait Henri. Mais ce n'était pas Henri. Le manteau en tweed usé avait disparu, remplacé par un pull en cachemire et un pantalon de tailleur. Ses cheveux étaient soigneusement peignés. La fragilité qu'elle avait perçue avait disparu, remplacée par une aura d'autorité calme et inébranlable. Il avait toujours l'air vieux, oui, mais pas vaincu. Il avait l'air puissant. Ce n'était pas Henri, le vieil homme seul. C'était Henri Dufort, le fondateur et PDG légendaire et reclus des industries du fort. Un homme que les magazines économiques avaient surnommé le fantôme de la bourse. Audrey s'arrêta net, son esprit luttant pour concilier les deux images. L'homme qui ne pouvait pas se payer une tasse de café était l'un des hommes les plus riches du monde. Henri, souffla-t-elle, le nom semblant ridicule sur ses lèvres. Il offrit un petit sourire triste. « Bonjour, Audrey. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je crois que je vous dois une explication. » Audrey s'enfonça dans le fauteuil en face de lui, son corps engourdi par le choc. Monsieur Lambert se tenait discrètement près de la porte, une sentinelle silencieuse. « Au cours des 6 derniers mois, » commença Henri, sa voix ayant le même ton doux qu'elle connaissait, mais portant maintenant le poids des conseils d'administration et des marchés mondiaux, j'ai cherché quelque chose. Pas une entreprise à acquérir, pas une nouvelle technologie dans laquelle investir. J'ai cherché une personne. Il marqua une pause, ses yeux bleu pâle fixés sur les siens. Je ne suis pas en bonne santé, Audrey. Les médecins m'ont donné 1 an, peut-être moins. J'ai une immense fortune, une société mondiale, et une fondation philanthropique, la Fondation Héritage du Fort, avec une dotation de plusieurs milliards d'euros, et je n'ai personne à qui la laisser.
Audrey fronça les sourcils. Mais votre famille, votre fils. Elle se souvenait vaguement d'avoir lu des articles sur son fils, un playboy notoire souvent présenté dans la presse à scandale. Une ombre passa sur le visage d'Henri. Mon fils Damien voit mon héritage comme son compte en banque personnelle. Il possède le nom du fort, mais aucun des traits de caractère du fort. Il est avide, à courte vue, et il lui manque la seule qualité essentielle à un véritable leadership, l'empathie. Laisser l'œuvre de ma vie entre ses mains serait la voir se transformer en un monument à l'auto-indulgence. Il se pencha en avant, son regard intense. Alors j'ai commencé une recherche discrète. Je me suis dépouillé des attributs de mon nom et de ma fortune. Je voulais trouver quelqu'un qui était gentil, non pas parce qu'on le regardait, mais parce que c'était dans sa nature. Quelqu'un qui comprenait la valeur d'un euro parce qu'il en avait si peu. Quelqu'un qui pouvait voir la beauté dans une mauvaise herbe poussant à travers le béton. La prise de conscience submergea Audrey en une vague vertigineuse. Le portefeuille oublié, les visites quotidiennes, ses questions sur sa vie, son art, son frère. Ce n'était pas une amitié naissante. C'était un test, un entretien d'embauche élaboré de 6 mois dont elle ignorait l'existence. Le café, murmura-t-elle. C'était un test. C'était le début d'un test, corrigea-t-il doucement. Le fait que vous ayez payé mon café a montré de la compassion. Mais ce qui a suivi a montré du caractère. Vous ne l'avez jamais mentionné. Vous ne m'avez jamais traité avec pitié. Vous m'avez traité avec dignité. Vous avez partagé vos rêves, vos peurs, votre article. Vous avez donné aux sans-abri. Vous avez été patiente avec les impolis. Vous avez travaillé sans relâche pour votre frère. Vous, Audrey de la Roche, une serveuse gagnant le SMIC, êtes plus riche d'esprit que toute personne que j'ai jamais rencontrée. Monsieur Lambert s'avança et posa un épais portefeuille en cuir sur la table entre eux. Monsieur Dufort a une proposition à vous faire, mademoiselle de la Roche. Henri l'ouvrit. Il était rempli de documents juridiques, de graphiques et de chiffres, avec un nombre étonnant de zéros. Premièrement, dit Henri en poussant une seule feuille de papier vers elle, la Fondation Dufort couvrira immédiatement toutes les dépenses médicales de Léo, y compris le traitement expérimental, pour le reste de sa vie. Considérez que c'est fait. Audrey haleta, sa main volant à sa bouche, des larmes montant à ses yeux, des larmes de choc, de soulagement et d'une gratitude immense. Mais ce n'est que la plus petite partie de mon offre, continua Henri, sa voix sérieuse. Je ne vous offre pas un cadeau, Audrey. Je vous offre un travail, une responsabilité. Je veux vous nommer comme ma successeur. Pas en tant que PDG des industries du fort, qui seront gérées par un trust professionnel. Je veux que vous soyez l'unique héritière de ma fortune personnelle avec le mandat légal de devenir la présidente de la Fondation Héritage du Fort à ma mort. Il fit un geste vers la pièce opulente. Tout ceci, la fortune, l'art, les propriétés, tout sera à vous. Mais cela vient avec une condition non négociable. Vous devez utiliser son pouvoir, et le pouvoir bien plus grand de la Fondation, pour le bien. Vous la dirigerez. Vous déciderez de sa mission. Vous serez mon héritage. La pièce se mit à tourner. L'esprit d'Audrey, qui s'était préoccupé du prix de la peinture et des médicaments la veille encore, se voyait maintenant demander de comprendre la gestion de milliards d'euros. C'était absurde. C'était impossible. Moi, réussit-elle finalement à dire. Mais, je suis une serveuse. Je suis une artiste. Je ne connais rien à la gestion d'une fondation. Je n'ai pas ma place dans ce monde. C'est précisément pourquoi vous y avez votre place, dit Henri Dufort, sa voix résonnant de conviction. Ce monde se noie dans les gens qui y ont leur place. Il s'étouffe d'ambition et de privilèges. Je ne cherche pas un diplômé de grande école de commerce ou un magicien de la finance. Je cherche un cœur. La Fondation n'a pas besoin d'un autre costume-cravate, Audrey. Elle a besoin d'une âme. Elle a besoin d'une artiste qui peut voir le monde différemment. Elle a besoin de quelqu'un qui comprend que le plus grand investissement n'est pas dans les actions, mais dans les gens. Il la regarda, son expression suppliante. « Serez-vous mon héritière, Audrey ? Serez-vous l'héritière de la gentillesse ?» Audrey fixa les papiers, l'homme puissant qui s'était déguisé en pauvre, la vue de la ville qui semblait soudain être une terre étrangère. Son monde entier avait été bouleversé par une seule tasse de café. Dire oui signifierait sauver son frère, assurer son avenir au-delà de ses rêves les plus fous. Mais cela signifierait aussi entrer dans une vie pour laquelle elle n'était pas préparée. Un monde rempli de vipères qui la verraient comme une usurpatrice, une moins que rien, une voleuse. Un monde qui essaierait presque certainement de la détruire. Dire oui était la partie facile. Le mot, murmuré dans un état de choc dans le pantouse d'Henri Dufort, était une clé qui ouvrait une cage dorée.
Le traitement de Léo commença immédiatement dans une clinique privée de premier ordre. Le soulagement fut si profond qu'il sembla qu'un poids physique se soulevait de la poitrine d'Audrey. Elle quitta son emploi au Grain Doré, laissant une Sam déconcertée mais ravie avec une promesse énigmatique d'expliquer plus tard. Elle quitta son appartement exigu et plein de courant d'air pour une suite d'entreprises meublées et élégantes fournies par l'organisation du fort, un endroit si calme et stérile qu'elle avait l'impression de vivre à l'intérieur d'un nuage. Mais le silence était trompeur. Dès que la nouvelle devint semi-officielle dans les cercles internes des industries du fort, les vipères commencèrent à sortir de l'ombre. La première et la plus venimeuse fut Damien Dufort. Audrey le rencontra une semaine après que sa vie eût été bouleversée. Henri avait insisté pour un dîner formel dans son Penthouse, une petite affaire destinée à être une introduction. Damien arriva en retard, dégageant une aura de privilège méprisant. Il était beau d'une manière cruelle et prédatrice, avec les traits fins de son père durcis par l'arrogance. Il ne regarda pas Audrey. Il regarda à travers elle, ses yeux cataloguant sa robe simple et son manque de bijoux coûteux avec un dédain non dissimulé. Alors, dit Damien en faisant tourner un verre de ce qu'Audrey devina être un vin excessivement cher. Il s'adressa à son père, mais son ricanement était dirigé vers elle. C'est elle. Le cas social. La serveuse que tu as décidé être plus digne du nom du fort que ton propre sang. Damien, ça suffit, avertit Henri, sa voix basse et dangereuse. Vraiment? Rétorqua Damien, sa voix s'élevant. J'ai passé toute ma vie à me préparer à prendre ma place dans cette famille, à diriger cette entreprise, et tu donnes le cœur de notre héritage, la fondation, à une serveuse de banlieue parce qu'elle t'a donné une pièce de 2 euros. C'est de la sénilité. Le conseil d'administration le verra. Les tribunaux le verront. Et je m'assurerai que le monde entier le voit. Il tourna enfin son regard glacial vers Audrey. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu as mis les pieds, petite. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un bassin de requins, et tu saignes. Il sortit en trombe, laissant un silence glacial dans son sillage. Henri soupira, paraissant plus vieux et plus fatigué qu'il ne l'avait jamais été dans son manteau en tweed. Je suis désolé que tu aies dû assister à ça, Audrey. Voilà à quoi tu es confronté. La menace de Damien n'était pas vaine. Dès le lendemain, les attaques commencèrent. Cela commença par un petit article sarcastique dans un blog de potins de la haute société, insinuant que le reclus Henri Dufort s'était entiché d'une mystérieuse jeune femme aux origines douteuses. C'était un coup de semonce. La véritable offensive fut lancée une semaine plus tard en première page du Chronique de Paris, un tabloïd notoirement agressif. Le titre hurlait « La Cendrillon du café ». Une serveuse accusée de manipuler un milliardaire sénile. L'article, rédigé par un journaliste sordide nommé Marc Fournier, était un chef-d'œuvre de diffamation. Il dépeignait Audrey comme une croqueuse de diamants rusés qui avait profité d'un vieil homme seul et malade. Des sources anonymes, clairement alimentées par Damien, étaient citées, remettant en question ses motivations et son passé. Ils transformèrent sa pauvreté en un signe d'instabilité et son ambition artistique en un désir désespéré de gloire. L'article comprenait une photo granuleuse d'elle prise de l'autre côté de la rue, l'air épuisé en sortant du Grain Doré. Elle avait l'air perdue et vulnérable. Ils la firent passer pour une prédatrice. L'histoire était partout. Audrey ne pouvait pas quitter son appartement sans sentir les regards. Le salut poli du concierge semblait maintenant teinté de suspicion. La ville qui avait été sa maison ressemblait maintenant à un labyrinthe hostile. Monsieur Lambert, son guide stoïque dans ce nouveau monde, tenta de la protéger. C'est la première salve de Damien, expliqua-t-il d'un ton calme et mesuré lors d'une de leurs séances d'information quotidienne. Il essaie d'établir un récit public. Le vieil homme vulnérable et la jeune femme intrigante. C'est un trope classique. Le conseil d'administration de la fondation est conservateur. Il valorise la stabilité et la réputation par-dessus tout. Damien veut te faire passer pour un passif. Audrey était formée aux mécanismes brutaux du pouvoir. Lambert était son tuteur. Il lui présenta le vaste portefeuille de la Fondation, expliquant ses diverses initiatives en matière de recherche médicale, d'éducation mondiale et d'art. Sa tête tournait avec les acronymes, les projections financières et l'échelle pure de tout cela. C'était comme apprendre à piloter un vaisseau spatial alors qu'elle n'avait jamais fait que du vélo. Son seul refuge était son article. Dans le calme stérile de son nouvel appartement, elle installa un chevalet. Elle essaya de peindre, de se perdre dans le confort familier de la couleur et de la texture. Mais la peur et l'anxiété la suivaient. Ses coups de pinceau étaient hésitants, ses couleurs boueuses. Le portrait qu'elle essaya de peindre de Léo sortit tendu et inquiet. Elle peignait sa propre anxiété. Pire encore, les attaques de Damien commencèrent à viser les choses qu'elle aimait.
Une petite galerie qui avait autrefois exposé une seule de ses œuvres dans une exposition de groupe reçut soudain la visite d'un inspecteur de la sécurité incendie pour une inspection surprise, suivie d'un contrôle fiscal. Le propriétaire, terrifié, appela Audrey et lui demanda poliment de récupérer sa peinture. Marc Fournier écrivit un article de suivi se moquant de sa carrière artistique naissante, la présentant comme une autre partie de son stratagème pour paraître plus sophistiqué. Damien ne s'attaquait pas seulement à elle. Il démantelait méthodiquement son identité, essayant d'effacer les qualités mêmes pour lesquelles Henri l'avait choisie. Il voulait prouver qu'elle n'était rien sans le nom du fort, une inconnue qui avait simplement eu de la chance. Le point de rupture survint lors d'une réunion préliminaire informelle avec quelques membres clés du conseil d'administration de la Fondation Héritage du Fort. Elle se tint dans une salle de conseil stérile et intimidante au 50e étage de la tour du fort. Les membres du conseil étaient polis mais distants, leurs yeux remplis d'un scepticisme prudent. C'étaient des titans de l'industrie, des philanthropes chevronnés et des universitaires. Et Audrey était la serveuse. Elle essaya de répondre à leurs questions sur sa vision de la fondation, parlant nerveusement du financement de programmes artistiques communautaires et du soutien aux initiatives locales. Elle pouvait sentir leur incrédulité polie. Puis, l'une des membres du conseil, une femme au visage sévère nommée Béatrice Valois, s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle de la Roche, dit-elle, sa voix comme de la glace qui se brise. Nous avons tous lu les journaux. Bien que nous essayions d'ignorer un tel sensationnalisme, nous avons un devoir fiduciaire de protéger la réputation de la Fondation. Pouvez-vous répondre aux préoccupations selon lesquelles votre nomination soudaine et inhabituelle pourrait apporter un certain niveau d'instabilité à l'héritage de M. Dufort ? C'était un défi direct enveloppé dans du jargon d'entreprise. Il lui demandait de se défendre contre les calomnies de Damien. Audrey ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son cœur battait à tout rompre. Tout ce qu'elle pouvait entendre était la voix de Damien dans sa tête. « C'est un bassin de requins, et tu saignes. » Elle regarda autour de la table les visages impassibles des puissants. Il ne voyait pas Audrey de la Roche, l'artiste, la sœur, la personne en qui Henri avait confiance. Il voyait le gros titre, la Cendrillon du café. Et à ce moment-là, elle se sentit comme une usurpatrice totale et complète. La désastreuse réunion du conseil d'administration plongea Audrey dans une spirale de doute. Elle se retira dans son appartement silencieux aux murs de verre. La vue spectaculaire de la ville ressemblait maintenant à un rappel moqueur constant de la hauteur à laquelle elle se trouvait et de la distance qui lui restait à parcourir pour chuter. Le poids de l'héritage d'Henri Dufort ressemblait moins à un cadeau qu'à une couronne d'épines. Chaque épine était un titre de journal, un regard sceptique, une accusation murmurée. Damien, sentant le sang dans l'eau, intensifia sa campagne. Il ne se contentait plus seulement d'empoisonner le récit public. Il commença à utiliser la machinerie complexe de l'Empire du Fort contre elle. Son coup suivant fut diabolique dans sa cruauté. La clinique privée où Léo recevait son nouveau traitement était une filiale d'une plus grande société de soins de santé dans laquelle les industries du Fort détenaient une participation significative, bien que non majoritaire. Un matin, Audrey reçut un appel d'une infirmière affolée de la clinique. Le protocole de traitement de Léo avait été suspendu en attendant un examen administratif. La raison officielle était un enchevêtrement bureaucratique de paperasse et de codes d'assurance. La vraie raison était Damien. Il avait usé de son influence, demandé des faveurs et créé un goulot d'étranglement conçu pour terrifier Audrey. Il tenait la santé de son frère en otage. La panique, froide et absolue, la saisit. C'était la seule ligne qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il franchirait. Sa réputation, son avenir, c'étaient des choses qu'elle pouvait supporter de perdre. Mais la vie de Léo n'était pas négociable. Elle appela M. Lambert, sa voix tremblante de rage et de peur. Il s'en prend à mon frère, Jonathan. Il interfère avec ses soins médicaux. Ça doit cesser. La voix de Lambert était grave. Je vais passer quelques appels, Audrey. Je vais arranger ça. Mais vous devez comprendre ce que cela signifie. Ce n'est plus une querelle de conseil d'administration. Damien déclare la guerre totale. Il essaie de prouver que vous êtes impuissante, que vous ne pouvez pas protéger les choses qui vous sont chères sans l'intervention directe d'Henri. Il veut que vous couriez vous réfugier auprès d'Henri et que vous prouviez que vous n'êtes rien de plus qu'une enfant effrayée. Lambert avait raison. Courir chercher de l'aide auprès d'Henri ressemblait à une concession de défaite, un aveu qu'elle ne pouvait pas gérer la pression. Elle se sentait complètement piégée. Si elle se défendait, Damien pourrait aller encore plus loin. Si elle ne faisait rien, Léo souffrirait. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté l'offre d'Henri, elle envisagea sérieusement de tout abandonner. Elle pouvait partir, prendre les soins médicaux à vie pour Léo qu'Henri avait déjà garantis, et disparaître. Elle pouvait retourner à son art, à une vie d'anonymat.
Ce soir-là, rongée par l'indécision, elle alla rendre visite à Henri. Elle le trouva dans son bureau, l'air frêle, une couverture en tartan drapée sur ses jambes. Le titan indomptable de l'industrie avait disparu. À sa place se trouvait le vieil homme fatigué qu'elle avait rencontré pour la première fois au Grain Doré. Il avait un sixième sens pour ses humeurs. « Il s'en est pris à ton frère, » dit Henri. Ce n'était pas une question. Audrey hocha la tête, la gorge serrée. « Comment le saviez-vous » ? « Je connais mon fils, » dit-il avec un profond soupir de tristesse. « Il a toujours cru que l'amour est une faiblesse à exploiter. Il l'a appris de ma première femme, sa mère. » Il désigna le fauteuil en face de lui. « Assieds-toi, Audrey. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il lui raconta alors une histoire qu'elle n'avait jamais lue dans les journaux économiques. Il parla de ses premières années à construire son entreprise à partir de rien. Il parla de sa première femme, une belle et ambitieuse mondaine qui aimait les fruits de son travail, mais détestait le travail lui-même. Elle a appris à Damien que l'affection était une transaction, dit Henri, le regard lointain, que tout et tout le monde avait un prix. Quand elle m'a quitté, elle a essayé de le monter contre moi, lui disant que j'aimais plus mon entreprise que mon propre fils. Peut-être que d'une certaine manière, elle avait raison. Je me suis enseveli dans mon travail. Je pensais que subvenir à ses besoins était la même chose que l'élever. Je l'ai manqué, Audrey. Je lui ai donné tout ce qu'il voulait, alors il n'a jamais appris la valeur de ce qu'il avait. Il la regarda, ses yeux clairs et remplis d'une honnêteté douloureuse. Je l'ai testé, tu sais, il y a des années. Je lui ai dit que j'envisageais de me retirer et de consacrer la majeure partie de ma fortune à la fondation. Je voulais voir s'il s'intéressait au travail philanthropique, à la construction d'un héritage de générosité. Sais-tu ce qu'il a fait ? Il a engagé une équipe d'avocats pour voir s'il pouvait me faire déclarer mentalement incompétent afin de prendre le contrôle des actifs. C'est ce jour-là que j'ai perdu mon fils. La confession flottait dans l'air, épaisse de décennies de regrets. Audrey comprit enfin que ce n'était pas seulement une question de trouver un héritier digne. C'était un acte de rédemption. La dernière tentative désespérée d'un père pour s'assurer que l'œuvre de sa vie représenterait la compassion et l'intégrité qui manquaient à son propre fils. Il n'avait pas choisi Audrey seulement pour sa gentillesse. Il l'avait choisie parce qu'elle était tout ce que Damien n'était pas. « Pourquoi me dites-vous cela » demanda doucement Audrey. « Parce que tu dois savoir que ce combat ne te concerne pas, » dit Henri, sa voix retrouvant une parcelle de son ancienne force. « Tu es un symbole. Tu représentes un monde que Damien ne peut pas comprendre et qu'il méprise donc. Un monde où la valeur ne se mesure pas en euros, mais en caractère. Si tu abandonnes, tu ne me laisses pas seulement tomber. Tu laisses sa vision cynique et brisée du monde gagner. » Il tendit la main et lui tapota la sienne, son contact léger et parcheminé. « Je t'ai choisi parce que tu es une battante. Je l'ai vu dans ta peinture de cette mauvaise herbe. Ne le laisse pas t'écraser. Ne le laisse pas te transformer en une de ces acquisitions polies et vides. Il attaque ton frère pour briser ton esprit. La seule façon de gagner est donc de ne pas se briser. » Ces paroles, imprégnées de sa propre douleur et de ses regrets, furent comme une tige d'acier insérée dans sa colonne vertébrale. Sa peur commença à reculer, remplacée par une colère froide et inconnue. Damien avait mal calculé. Il pensait que menacer Léo la rendrait faible, la ferait fuir. Il ne comprenait pas que menacer Léo était la seule chose qui la ferait se battre jusqu'à la mort. Elle quitta le Penthouse cette nuit-là avec une nouvelle détermination. Elle n'était plus la serveuse effrayée, l'usurpatrice dans un monde de requins. Elle était l'héritière choisie d'Henri Dufort, et il était temps qu'elle commence à agir comme telle. Le lendemain matin, elle entra dans le bureau de M. Lambert. Son attitude avait changé. L'hésitation avait disparu. « Jonathan, » dit-elle, sa voix claire et ferme. « Annulez vos appels à la clinique. Damien veut une guerre. Il va en avoir une. Mais nous n'allons pas la mener dans l'ombre. Nous allons la mener dans la salle du conseil. Convoquez une réunion officielle plénière du conseil d'administration de la Fondation Héritage Dufort. Je veux présenter formellement ma vision. Il est temps qu'ils cessent de me voir comme un gros titre et commencent à me voir comme leur avenir. » Lambert la regarda, un lent sourire impressionné se dessinant sur son visage. « Et le traitement de Léo sera le premier point à mon ordre du jour, » déclara Audrey. « Je vais proposer que la Fondation acquiert et finance entièrement cette clinique pour la transformer en un hôpital de recherche pédiatrique à but non lucratif de classe mondiale. Voyons Damien essayer d'interférer avec ça. » Elle avait trouvé son équilibre. La couronne était encore lourde, mais elle apprenait enfin à la porter. La salle du conseil au 50e étage semblait encore plus froide et imposante qu'auparavant. La longue table en acajou brillait sous les lumières encastrées,
reflétant les visages sévères et expectatifs des 10 membres du conseil. Béatrice Valois était assise en bout de table, telle une juge de pierre. Henri était là, assis à l'autre extrémité, l'air frêle mais résolu. Il avait insisté pour être présent, une démonstration de soutien silencieuse. Au centre de tout cela, un siège avait été laissé pour Audrey. Damien était également présent, sur l'insistance de ses avocats qui revendiquaient son droit en tant que partie prenante potentielle. Il était assis, suffisant, un mince portefeuille en cuir devant lui, un sourire prédateur jouant sur ses lèvres. Il croyait avoir déjà gagné. Il avait dépeint Audrey comme une croqueuse de diamants instable et manipulatrice, et maintenant elle avait convoqué cette réunion, une manœuvre désespérée dont il était certain qu'elle exposerait son incompétence une fois pour toutes. Audrey entra, non pas avec l'incertitude timide de sa dernière visite, mais avec un calme tranquille et concentré. Elle ne portait pas de tailleur-pantalon puissant, ni n'essayait d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle portait une simple et élégante robe bleu foncé. Dans ses mains, elle ne tenait pas de tablette ou de classeur rempli de rapports financiers. Elle portait un grand carton à dessin plat. Elle prit place, ses yeux rencontrant ceux de Damien un bref instant. Son sourire s'élargit. Il pensait qu'elle apportait des œuvres d'art à une fusillade. Béatrice Valois ouvrit la séance. Mademoiselle Delaroche, vous avez demandé cette réunion pour présenter votre vision de l'orientation future de la Fondation. La parole est à vous. Avant qu'Audrey ne puisse parler, Damien se leva. Si je peux me permettre, Madame la Présidente, avant de nous laisser aller aux fantaisies artistiques de Mademoiselle Delaroche, j'ai une question d'une importance urgente concernant la sécurité et l'intégrité de cette fondation. J'ai compilé un dossier préparé par mon équipe d'enquêteurs que je crois que le Conseil doit voir. Il commença à faire circuler ces dossiers reliés en cuir. Des murmures parcoururent la pièce alors que les membres du Conseil les ouvraient. Le cœur d'Audrey battait la chamade, mais elle garda une expression neutre. Le dossier était le journalisme de caniveau de Marc Fournier, reconditionné pour un public d'entreprise. Il y avait des photos de son ancien immeuble délabré, présentées comme la preuve d'un mode de vie instable. Il y avait des citations d'anciens clients mécontents du grain doré, probablement payés pour leurs témoignages. Ils avaient même une copie de ses relevés financiers montrant ses maigres revenus et ses dettes croissantes, présentés comme le mobile de son escroquerie. La pièce maîtresse était un enregistrement secret lourdement édité d'une conversation entre Audrey et Sam où Audrey se plaignait de ses difficultés financières. Sorti de son contexte, cela ressemblait à une femme désespérée prête à tout pour de l'argent. Comme vous pouvez le voir, dit Damien, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude, ce n'est pas une personne à qui nous pouvons confier une institution philanthropique de plusieurs milliards d'euros. C'est une opportuniste désespérée et rusée qui a profité de la santé déclinante de mon père. Faire d'elle le visage de cette fondation serait s'exposer au ridicule, au scandale et à d'interminables contestations judiciaires. Ce serait un acte de suicide fiduciaire. Les membres du Conseil semblaient sombres. Ils tournaient les pages, leurs visages se durcissant. Ils regardaient du dossier à Audrey, leur scepticisme se solidifiant en une méfiance totale. Elle pouvait sentir la pièce se retourner contre elle. C'était l'échec et mat de Damien. Quand il eut fini, un lourd silence tomba. Tous les yeux étaient tournés vers Audrey. C'était son moment. Se briser ou se battre. Elle se leva, les mains stables, et se dirigea vers le bout de la table. Elle ne regarda pas le dossier. Elle regarda les visages autour de la table. « Monsieur Dufort a raison sur une chose », commença-t-elle, sa voix plus claire et portant à travers la pièce. J'étais désespéré. Toute personne qui a regardé un être cher lutter pour respirer, qui a dû choisir entre payer des médicaments ou payer son loyer, connaît ce désespoir. Mon passé n'est pas un secret à exposer. C'est le fondement de qui je suis. Elle ouvrit son carton à dessin. Elle n'en sortit pas une peinture. Elle sortit la première d'une série de grandes photographies professionnelles. C'était une photo du visage souriant de Léo, mais avec les tubes en plastique transparent d'une canule nasale visible. « Voici mon frère Léo », dit-elle. « Il est la raison de mon désespoir, et il est la raison de ma vision. » Elle posa une autre photo sur la table. C'était l'extérieur de la clinique où il était traité. Monsieur Damien Dufort a récemment usé de son influence pour interférer avec le traitement vital que mon frère reçoit dans cet établissement. Il l'a fait pour m'intimider, pour me briser. Quelques membres du conseil sagittaire, mal à l'aise. S'attaquer à un enfant malade était une ligne que même trouvait de mauvais goût. Il pensait que cela prouverait que j'étais faible, continua Audrey, sa voix gagnant en force. Au lieu de cela m'a donné ma première proposition en tant que présidente potentielle. Je propose que la Fondation Héritage Dufort acquiert entièrement cette clinique et sa société de recherche mère. Je propose que nous l'agrandissions,
que nous supprimions la barrière du profit et que nous la transformions en centre de soins et de recherche pédiatrique Léo de la Roche, une institution à but non lucratif dédiée à garantir qu'aucune famille n'ait jamais à ressentir le désespoir que j'ai ressenti. Elle se tourna alors vers le cœur artistique de son argumentation. Elle sortit sa peinture de la mauvaise herbe, poussant à travers le béton. Elle la posa sur la table. « Mon père, dit-elle en regardant directement Henri, qui hocha légèrement la tête, m'a choisi parce que je suis une artiste. Non pas parce qu'il veut que j'accroche de jolies photos dans le hall, mais parce que le travail d'un artiste est de voir ce que les autres ignorent. Pendant des années, cette fondation a fait un travail incroyable. Elle a financé des universités, construit des musées et doté des orchestres. Ce sont de nobles causes. Ce sont les grands et beaux arbres de la forêt. Mais ma vision pour cette fondation est de regarder aussi le sol de la forêt. » Elle sortit d'autres de ses œuvres. Un croquis au fusain d'un ancien combattant sans abri dormant sur un banc de parc, une aquarelle d'un jardin communautaire dans un quartier pauvre, une photographie d'une mère célibataire jonglant avec son enfant et 2 sacs de courses dans le métro. Cette fondation a une dotation de plusieurs milliards d'euros. Monsieur Damien Dufort la voit comme un coffre au trésor. Je la vois comme une boîte à outils. Il voit le pouvoir. Je vois le potentiel. Il veut financer le grandiose et le glorieux. Je veux financer la mauvaise herbe dans le trottoir. Je veux créer des microcrédits pour les mères célibataires qui créent de petites entreprises. Je veux construire des centres d'accueil ultramodernes qui offrent une formation professionnelle et des services de santé mentale. Je veux financer des programmes artistiques dans les écoles des quartiers défavorisés, non pas pour que chaque enfant devienne peintre, mais pour que chaque enfant apprenne à voir le monde avec les yeux d'un artiste, à trouver la beauté, la dignité et le potentiel que tout le monde ignore. Elle regarda autour de la table, son regard se fixant sur chaque membre du conseil. Vous avez un dossier devant vous qui vous dit qui j'étais, ma pauvreté, mes luttes. Mais mon portfolio vous dit comment je vois le monde. C'est ma vision. Un héritage non seulement de grands monuments, mais de millions de petits actes tenaces de gentillesse, de résilience et d'espoir. Un héritage de mauvaise herbe. Maintenant, vous devez décider ce qui a le plus de valeur pour l'avenir de cette fondation. Elle termina et se tint dans la pièce silencieuse, son cœur battant la chamade, mais son esprit s'envolant. Elle ne s'était pas défendue. Elle s'était définie. Le silence fut rompu par Béatrice Valois. Elle ferma lentement le dossier de Damien, le poussant sur le côté. Elle prit la peinture de la mauvaise herbe et l'étudia un long moment. « Mademoiselle de la Roche, dit-elle, sa voix dépourvue de sa froideur antérieure, remplacée par un ton de considération réfléchie. Parlez-nous davantage de ces microcrédits. » Damien Dufort la dévisagea, son visage un masque d'incrédulité et de fureur. Son attaque parfaitement conçue venait d'être démantelée par une poignée de croquis et une histoire de mauvaise herbe. Il avait essayé de la combattre avec le pouvoir et l'argent, mais elle était venue à la bataille armée d'une âme. Et dans la salle de conseil stérile et silencieuse, cela s'avérait être l'arme la plus puissante. La réunion du conseil d'administration fut le tournant décisif. La dernière manœuvre désespérée de Damien, un procès pour faire déclarer son père incompétent, se retourna de manière spectaculaire contre lui, cimentant sa ruine publique et le laissant impuissant. Peu de temps après, Henri Dufort s'éteignit paisiblement. Son testament final, blindé, confirma Audrey comme son unique héritière et la nouvelle présidente de la fondation. Audrey le pleura non pas comme un bienfaiteur, mais comme l'ami qui avait vu sa vraie valeur. Elle embrassa ensuite son rôle avec détermination, transformant la fondation avec sa vision. Son premier acte fut de créer le centre pédiatrique Léo de la Roche, un phare d'espoir pour les familles dans le besoin. Ensuite, elle lança son projet Mauvaise Herbe, finançant des initiatives communautaires négligées et offrant aux artistes en difficulté le soutien qu'elle n'avait jamais eu. Elle insuffla une âme au monde froid et corporatiste de la philanthropie. 1 an plus tard, elle se retrouva au Grain Doré. Quand une jeune étudiante se trouva à court d'argent, fouillant dans son portefeuille en panique, Audrey vit un reflet du passé. Sans un mot, elle tendit au barista un billet de 100 €. « Son café est pour moi, » dit-elle doucement, « et pour les 25 prochaines personnes qui passent une mauvaise journée. » Laissant sa propre tasse intacte sur l'ancienne table d'Henri, un hommage silencieux, elle sortit dans la ville. Elle comprit enfin que son véritable héritage n'était pas les milliards, mais l'héritage profond et transformateur d'être une héritière de la gentillesse. L'histoire d'Audrey nous rappelle que notre vraie valeur n'est pas définie par notre compte en banque, mais par la richesse de notre caractère. Un simple acte de gentillesse de quelques euros, un investissement fait sans attente de retour, a débloqué un héritage valant des milliards. Cela prouve que dans un monde qui récompense souvent l'avidité et l'ambition, il existe toujours un pouvoir inégalé dans l'empathie, l'intégrité et la capacité de voir la valeur chez les autres lorsqu'ils se sentent invisibles.
Son parcours du café à la salle du conseil ne consistait pas à devenir une personne différente, mais à acquérir le pouvoir d'être davantage qui elle était déjà. Quel petit acte de gentillesse pourriez-vous accomplir aujourd'hui? On ne sait jamais quelle vie ou quel monde on pourrait changer.